vais d'abord me présenter. Je m'appelle Olivier Delot. Je suis expert comptable depuis une vingtaine d'années, un peu plus, même 25 ans. Et j'ai exercé pendant bien longtemps mon métier, on va dire, de manière assez conventionnelle, assez classique. Mais je faisais un constat sur le terrain, c'est que nos clients cibles, qui sont la TPE-PME, donc l'entreprise entre 0 et 50 salariés, euh, je me suis rendu compte depuis quelque temps que les attentes de ces entreprises, eu égard au métier d'expert comptable, bah, que ces attentes n'étaient plus comblées, que le fossé était en train de se creuser entre un métier institutionnel et des dirigeants, des patrons de petites boîtes, tout simplement. Le métier d'expert comptable évolue fortement. L'évolution technologique, on y est aussi astreint et soumis. Et le constat de départ était simplement de comment essayer de réconcilier les dirigeants et patrons de petites boîtes avec ce métier d'expert comptable qui a une image relativement désuète, poussiéreuse, un peu passéiste d'un métier qui est pourtant ô combien important pour ces petites entreprises. Et ça a été le constat de départ, tout simplement. Et je suis un peu, je suis un curieux, je suis un touche-à-tout, je suis un hyper actif dans le travail et j'ai commencé à me dire, mais comment est-ce qu'on pourrait, quelque part, réconcilier les métiers du chiffre avec nos clients cibles qui, je vous le rappelle, la TPE-PME, c'est 95% du tissu économique français aujourd'hui. Il n'y a pas que des grosses boîtes, bien heureusement. Il y en a aussi énormément des petites, avec des dirigeants de qualité, des entreprises de qualité, mais des gens qui sont un peu délaissés pour compte d'un écosystème, ils sont seuls face à toute l'incertitude du système bancaire, fiscal, social, retraite, salarié, enfin, bref, ils sont un peu partout, partout et nulle part, et surtout, ils sont seuls. Donc ça, c'était le constat de départ et j'ai commencé à étudier et à analyser en quoi l'évolution technologique pouvait impacter notre métier. J'ai fait ça pendant 2 ans et l'idée était de développer des outils, non pas pour nous, experts comptables, pour nous faciliter de travail, mais surtout développer des outils pour nos clients futurs, des outils qui allaient leur servir au quotidien et qui allaient petit à petit les réconcilier avec ce fameux métier du chiffre. Donc on a développé des solutions en interne, des solutions innovantes, des solutions digitales sous forme d'une plateforme de gestion. Et le numérique, c'est joli parce que je me balade beaucoup dans toute la France. On est aujourd'hui dans le tout numérique, mais je pense qu'à un moment, le tout numérique, le tout digital va avoir ses limites. Et je pense qu'elles sont aujourd'hui atteintes. Les gens en ont aussi un peu marre, très franchement, de ce tout digital. Et l'idée de ce que nous avons fait, c'est justement de mêler du digital avec de l'humain. Et c'est là qu'est venu, et c'est de là qu'est né le métier d'experviseur, ce métier pour lequel on va s'entretenir un petit peu ce matin. Donc on est une solution qui n'est pas full digital du tout. On est une solution qui utilise au maximum de ses capacités l'évolution technologique, mais qui va mêler beaucoup d'humains derrière à travers un réseau d'expertviseurs que nous sommes en train de tisser dans toute la France. Est-ce qu'à ce stade, vous auriez des questions déjà de compréhension de ce qu'on peut faire et de ce qu'on est? Je ne sais pas si vous avez eu la Je- curiosité d'aller sur nos sites Est-ce, en préambule. euh, est-ce Je que vois vous Karine qui m'entendez? hoche de la tête. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, Oui, bonjour Frédéric. bonjour. Euh, en allant regarder votre présentation, arrêtez-moi si je me trompe, j'ai eu la sensation que ce que vous mettez en place Oui, ressemblait à Rivalis. C'est une franchise sur laquelle je m'étais intéressé, en fait, qui est de votre région aussi. oui, je les Euh, connais bien, les frères Valdin. voilà, et j'ai eu l'impression de certaines similitudes dans le fonds de commerce, d'abord, qui s'adresse à des petites boîtes, comme vous dites, Oui, et dans l'accompagnement qui était globalement, par contre, à travers un logiciel.
Hmm. Est-ce que vous fonctionnez de la même façon? Vous arrivez avec votre boîte à outils, vos outils? Je vais vous Ou... expliquer de manière très simple. D'accord, Euh, je n'ai rien contre le réseau Rivalis, bien au heureusement. contraire, Mm. mais je vais vous expliquer tout simplement la différence notoire de nos deux métiers. D'accord. Euh, IDAF est une société d'expertise comptable. Elle est inscrite à l'ordre des experts comptables. Je suis expert comptable. Mm. Contrairement au réseau Rivalis, puisque quand vous êtes conseiller Rivalis, vous allez conseil à travers des outils, des outils de devis, de facturation, que sais-je encore. Mais la vraie différence, c'est que nous sommes experts comptables. En d'autres termes, quand vous êtes expert viseur IDAF, vous nous représentez dans toute la France. Et vous venez, en plus du conseil, proposer une mission d'expertise comptable. Dans un réseau comme Rivalis, nous sommes le seul réseau de France dans le conseil à la TPE-PME, qui est une société d'expertise comptable inscrite à l'ordre des experts comptables. Il existe d'autres réseaux d'accompagnement de TPE-PME. Je peux vous citer Bras droit du dirigeant, Essor des entreprises, etc., etc. Nous sommes, nous, les seuls inscrits à l'ordre des experts comptables. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'en fait, quand vous êtes en phase de prospection et en phase de rencontre d'un dirigeant de TPE-PME, ces dirigeants ou ces entreprises-là ont déjà une dépense d'expertise comptable. Toutes les entreprises aujourd'hui sont suivies par des cabinets. Nous, si vous comprenez bien, nous ne sommes pas une dépense additionnelle. Votre accompagnement n'est pas une dépense additionnelle pour l'entreprise, c'est une dépense qui vient remplacer un budget déjà consacré à des travaux d'expertise comptable. Ce que nous faisons, nous, c'est qu'à isopérimètre de coûts, puisque nous arrivons à être à isopérimètre de coûts pour l'entreprise utilisatrice, Mm. nous venons, en plus du métier d'expert comptable, y adjoindre tout un tas d'outils, à juste titre, vous l'avez cité, Frédéric. IDAF, c'est une boîte à outils dans lequel va venir piocher le dirigeant de TPE-PME les outils qui lui semblent opportuns et nécessaires à son évolution. Mais la vraie différence par rapport à tous les réseaux euh, qui vous ont peut-être déjà approché, tout Mm. simplement, c'est que nous sommes une société d'expertise comptable et qu'au final, vous ne vendez rien, puisque vous ne venez que transférer une charge qui existe déjà dans les comptes Mm. d'un client prospect. D'accord, ok. Ok, ok. Ça répond à votre question, Frédéric? Pleinement. Ok. C'est important et c'est une très bonne question. C'est important parce que c'est certainement notre singularité. Moi, vous le voyez, je suis expert comptable. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez déjà fréquenté des cabinets d'experts comptables ou des confrères. Ce sont des Je- gens qui je- parlent bizarrement. Normalement, ce sont des gens qui parlent bizarrement, les comptables. On les évite. Ils ont Moi, un si vous voulez, je langage. suis un terrien, je suis un pragmatique. Je suis petit-fils de paysan. J'ai les pieds ancrés bien au sol. Simplement, je ne me prends pas au sérieux et j'essaye quelque part de bouleverser les codes d'un métier que je considère aujourd'hui comme désuet. Mm. Les gens, ils ont besoin de proximité. Si vous voulez, la Covid passant par là en plus, ces fameux patrons de petites boîtes, ils ont été complètement abandonnés. Nous avons monté une cellule de crise au sein d'IDAF de suivi de ces clients. On les a absolument pas abandonnés, ou bien au contraire. On a travaillé plus que de raison, mais parce que notre volonté première, c'est d'être vraiment des accompagnateurs. En deux mots, un expert comptable exerçant de manière traditionnelle, et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dénigrer un métier, je dis juste que le métier tel qu'il est fait par la grande. J'avais plutôt la sensation, moi, d'être un médecin légiste quand je venais présenter des comptes à un patron de petite boîte. J'arrivais 6 mois après la clôture des comptes, je lui disais à peu près ce qui s'était passé, mais j'envisageais pas l'avenir et en plus, j'étais décalé de 18 mois. Donc ça me plaisait absolument plus et j'aurais fait autre chose tout simplement parce que je n'envisage pas de me lever tous les matins et de faire quelque chose qui ne me convient pas. Mm. En d'autres termes, IDAF est une start-up, c'est une start-up dans un métier préhistorique. C'est assez Ouais, c'est ça. antinomique,
C'est assez opposé, mais on est vraiment sorti de ce cadre-là. Évidemment, la tenue de comptabilité, c'est les fondations de la maison, puisqu'on va exercer notre métier traditionnel toujours en y ayant intégré énormément d'outils techno. Pourquoi on a fait ça? Parce que très schématiquement, et vous allez vite comprendre pourquoi on n'est pas une dépense supplétive, mais on vient amener quelque chose de plus. Simplement, dans les cabinets d'expertise comptable, quand il y a sur une fourchette de 100 d'honoraires qui serait facturé à un client, 80% du temps est passé à des travaux de très faible valeur ajoutée, à savoir de la tenue et de la saisie comptable. La saisie comptable, j'ai aucune valeur ajoutée, aucun cabinet n'a une valeur ajoutée les uns par rapport aux autres. Parce que le droit comptable, débit égale crédit, on ne peut pas faire les fous, c'est comme ça, 1 plus 1 c'est 2, c'est un métier cartésien, et on n'a aucune valeur ajoutée. Nous, ces 80% de travaux à faible valeur ajoutée, on les a réduits à une enveloppe de 20. Donc il nous reste 80% pour du conseil. Du conseil, la mise en place d'un expert-viseur de proximité, des rendez-vous de gestion mensuels, du classement administratif numérique qu'on fait pour le client, etc., etc. Je vais y revenir un peu plus tard pour vous expliquer la philosophie de nos outils. Mais notre vraie valeur ajoutée, c'est ça. C'est-à-dire que on continue à faire le métier d'expert comptable en y adjoignant tout un tas de services complémentaires. On est à peu près clair sur la philosophie DAF. Et après, il est vrai que, vous le voyez, je suis pas très représentatif de la profession. Vous me verrez, vous me verrez très rarement en costard-cravate, si ce n'est pour dire jamais. Euh, on bouscule aussi les codes du métier et on est relativement disruptif dans cette approche et cette image du métier. Je trouve que l'image, à tort ou à raison, je ne sais pas, a besoin aussi d'être dépoussiéré parce que les gens, nos clients, ils ont envie de vrais gens avec eux. Des gens qui leur parlent français, des gens qui leur parlent clairement, des gens qui ne les prennent pas de haut, de personnes qui sont à leur écoute, qui ont une vraie passion de la TPE-PME, qui sont des spécialistes de l'accompagnement à la transition numérique qui est aujourd'hui euh, très franchement, qui est aujourd'hui indispensable pour les petites entreprises. Et qu'est-ce que c'est le métier d'expert-viseur? C'est de faire comprendre à de potentiels clients que ces services-là ne sont pas réservés, ne sont pas exclusifs aux grandes entreprises. En fait, on vient offrir des services qu'ils ne pensaient jamais, entre guillemets, pouvoir se payer. OK? Merci. Des questions à ce stade? OK. Comment on arrive à tout ça? En fait, on a développé des outils numériques. Le dirigeant de TPE-PME, il a deux problèmes. Il n'en a pas beaucoup plus. Les deux grands problèmes, et qu'on soit à Lille, à Marseille ou à Lyon, moi je fais des tours de France réguliers, euh, la problématique est le même où qu'on soit en France. Les deux problèmes du dirigeant d'entreprise, c'est un, son manque de temps. Il n'a pas le temps. Il est complètement noyé par son quotidien. Il doit faire des devis, il doit suivre ses factures, il doit suivre ses règlements, il doit gérer ses salariés, il doit suivre des chantiers, voir des clients, faire de l'administratif. Bref, il est complètement débordé par tout ce côté gestion et suivi. Son deuxième problème, c'est la solitude, je l'ai déjà dit. Il est seul au monde. Il est souvent tout seul à décider des choses. Il décide des choses bien souvent un peu au doigt mouillé parce qu'il n'a justement pas l'information fraîche de la part de son cabinet, parce qu'il ne voit bien souvent l'expert comptable qu'une fois par an. Et donc, il est tout seul face à des décisions qui sont souvent très importantes pour l'avenir et le devenir de son entreprise. Sur cette période un peu compliquée qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, je vous laisse imaginer l'état psychologique du dirigeant de TPE
quand il a dû décider tout seul, est-ce que je dois souscrire à un PGE? Est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que je pourrais rembourser? Est-ce que je dois mettre mes salariés en chômage partiel? Enfin, il a été noyé de demandes par des banquiers, par des fournisseurs qui lui garantissaient du crédit fournisseur. Il a été tout seul à décider. Il décidait, encore une fois, sans une vision très objective de où il était à l'instant T, mais surtout de où il allait. Il n'a ni la connaissance, ni le temps, ni la compétence. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais moi je ne sais pas faire de carrelage ou monter des charpentes, je ne sais pas le faire, chacun son métier. Et ben il est tout seul face à ça, et il devait prendre des décisions quasiment vitales pour sa boîte, alors qu'il avait peu de répondants en face et surtout pas d'outils qui l'auraient aidé quelque part à prendre la direction qu'il aurait fallu prendre. Donc, ces deux problèmes, on a essayé d'y pallier. Comment on arrive à faire tout ça? Je vous l'ai dit, on a développé des outils numériques et digitaux pour qu'il ait déjà le minimum de temps à consacrer à sa gestion administrative. Vous avez déjà vu toutes et tous, à mon avis, le bureau d'un patron d'une petite boîte. Le bureau, il est envahi de papier. On est encore dans une ère très papier, malgré tout ce qu'on entend. La réalité du terrain de la petite entreprise, c'est que les bureaux sont en bordel, il y a des chemises partout, des cartons avec des papiers, des classeurs, des feuilles qui dépassent dans tous les sens, des post-it, etc. Nous, on essaye justement de lui faire gagner du temps dans tout ça. Pourquoi? Parce que quand on lui fait gagner du temps, on lui fait gagner de l'argent. Pour une raison très simple, c'est que quand un dirigeant de petite entreprise va consacrer 4 heures dans sa semaine à faire de l'administratif, c'est 4 heures qu'il n'a pas à aller visiter de nouveaux clients, c'est 4 heures qu'il n'a pas à faire de nouveaux devis, ou c'est tout simplement 4 heures qu'il n'a pas à passer un tout petit peu de temps avec sa famille, parce que le samedi après-midi, plutôt que de mettre des trous dans des factures, il préférerait peut-être aller boire un verre avec sa femme et ses enfants. Tout bêtement. Donc, c'est des gros travailleurs, les dirigeants de petites boîtes. C'est leur bébé, leur entreprise, c'est la prunelle de leurs yeux. Ils y mettent corps et âme et ils se battent toute l'année pour qu'elle vive ou bien souvent qu'elle survive. Nous, on va lui faire gagner du temps à travers nos outils, puisque le seul effort qu'on va lui demander, accompagné de nos experts viseurs sur le terrain, c'est déjà d'installer nos outils pour nous transmettre ces documents comptables. C'est le seul effort qu'on lui demande. Il va nous transmettre ses factures, tous ces documents administratifs, ses statuts, ses contrats de location, ses crédits. On lui organise un bureau numérique. Donc le seul effort qu'on lui demande, c'est de nous le transmettre via nos outils, via une application qu'il va télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Et d'un simple clic sur son appareil photo, il va nous transmettre ces documents via un mail ou via une adresse qu'on lui aura dédiée en nous forwardant une facture qui aurait déjà été dématérialisée par un fournisseur. On va de l'autre côté du miroir, j'ai des opérateurs qui vont organiser et faire son classement numérique administratif. Il retrouvera tout ça sur une plateforme et cette plateforme, elle est à sa disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'on est en mode SaaS. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce mode SaaS, ça lui permet d'accéder à l'ensemble de sa documentation à n'importe quel moment. Donc déjà, sa relation avec le cabinet s'arrête à un clic. Et c'est le seul effort, encore une fois, qu'on va lui demander. La deuxième chose, ensuite, une fois qu'on a collecté tout ça, on va aller traiter. Comme un cabinet d'experts comptables traditionnel, on va lui tenir ses comptes, on va faire ses déclarations de TVA, ses bulletins de paye, une mission plus classique. En dernier lieu, pourquoi on fait tout ça? C'est pour que nos experts viseurs sur le terrain puissent aller lui présenter lors d'un rendez-vous de gestion qui est programmé tous les mois, une fois par mois, on va aller lui présenter ces indicateurs de gestion. Donc, ces indicateurs de gestion, c'est quoi? C'est des tableaux de bord, c'est des suivis, c'est des ratios que nous aurons déterminés avec lui, que nous aurons déterminés avec l'expertiseur de proximité, pour qu'on lui mette en place quelque part un GPS ou un suivi de l'activité de son entreprise. Et ça, on le fait tous les mois. Si bien qu'arrivé au moment de la clôture des comptes, il ne découvre plus rien. Tous les mois, il a un outil de pilotage qui lui permet
et de se rendre compte de ce qui s'est passé le mois dernier et d'orienter, de lui donner une orientation stratégique sur les mois à venir. C'est ça qui leur manque aujourd'hui. En fait, on part d'une relation avec un cabinet qui est très linéaire, puisqu'il va aller voir grosso modo son expert comptable une fois par an au moment de la clôture. Et nous allons, nous, à contrario, à travers nos experts viseurs, aller le visiter ou en vidéo, peu importe, organiser des rendez-vous de gestion mensuels. Mais en plus de tout ça, dans la boîte à outils IDAF, nous avons d'autres outils. Nous avons IDAF devis facturation. Nous avons IDAF note de frais. Nous avons IDAF RH qui va lui permettre de suivre l'ensemble de ses salariés. Tout ça sur des outils numériques et digitaux qui lui permettent de gagner du temps. Parce que son problème, c'est la gestion du temps. Mais quand on lui fait gagner 4 heures par semaine, qui est un minimum de temps qu'il consacre, puisqu'il y a une étude très récente qui a montré qu'un dirigeant d'une TPE-PME va passer à peu près 25% de son temps de travail à la gestion administrative. Eh ben nous, on va lui gommer tout ça. Et vous allez être, vous, demain, sur le terrain expert-viseur, son conseiller de proximité, son écoute, son bras droit, son oreille. Vous devenez un personnage assez important et assez central dans son dispositif, puisque pour une fois, quelqu'un va prendre du temps à l'écouter, tout simplement. Simple. Des fois, il a juste besoin d'une écoute. Il a juste besoin d'échanger. Tiens Frédéric, tiens Karine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, au vu de l'activité qui s'est passée le mois dernier, j'ai beaucoup de travail, j'ai un carnet de commandes qui est rempli, est-ce que tu penses qu'il est opportun d'embaucher ou pas? Ça, c'est le métier de demain, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes accompagné tous les jours, toute l'année, avec nos techniciens basés à Strasbourg, puisque chaque dossier est suivi. Vous êtes, entre guillemets, vous, le trait d'union entre le client et nous, techniciens, et vous êtes en contact quotidien avec nos opérateurs de traitement et nos superviseurs de dossier. Donc vous n'êtes jamais seul. Une question serait posée par un dirigeant à laquelle vous ne seriez pas capable de répondre. Il n'y a pas de honte à ça. Personne ne sait tout, moi le premier. Eh bien, on se retourne, vous vous retournez sur notre back-office et on échange et on travaille et on discute sur le sujet de quelle est la meilleure réponse à apporter au client X, Y ou Z. On est dans un vrai échange quotidien, encore une fois, sur comment on va suivre au mieux nos clients. C'est à peu près clair sur la philosophie du métier. L'expert-viseur, c'est un mot un peu barbare, mais je le dis souvent et ceux qui ont eu la curiosité de regarder un peu nos sites ou de nous suivre sur les réseaux sociaux, l'expert-viseur, en fait, c'est la contraction de deux mots, qui est la contraction d'expert, mais expert du digital, puisque vous allez avoir un rôle très pédagogique dans les premiers mois d'accompagnement du client sur la mise en place des outils. Donc, c'est comme tous les outils, on peut avoir les plus beaux outils du monde. Si on ne les utilise pas et si on ne les installe pas, ils ne servent à rien. Donc, vous avez un rôle de pédagogie auprès de votre client à l'accompagner dans cette transition numérique nécessaire. Parce que pour lui, ça peut aussi être un peu violent, cette transition numérique. Il avait l'habitude de ses pochettes, de ses classeurs, de ses boîtes à chaussures. Bah, il a besoin aussi d'être un peu accompagné dans cette transition digitale. C'est votre première fonction. Nos outils sont simples d'utilisation, très pragmatiques. Vous êtes formé à tout ça, il n'y a pas de souci. Mais votre rôle est très pédagogique au démarrage. Viseur, donc expert viseur. Viseur, c'est je viens aviser mon client tous les mois de son état de santé financier, de son état de santé en termes de résultats d'exploitation, de son état de santé en termes d'activité. Bref, vous lui dressez un état des lieux de ce qui s'est passé le mois d'avant et de où est-ce qu'il va dans les mois à venir. Donc et c'est de ça dont ils ont besoin. Vous savez, je n'ai pas la prétention de tout savoir sur tout, j'ai juste une certitude, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants de petites boîtes, c'est de ça dont ils ont besoin, parce qu'ils nous le témoignent tous les jours. On a aujourd'hui des experts-viseurs sur le terrain en place partout en France. Vous pouvez les contacter si vous voulez. Vous les trouverez très aisément sur notre site
sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez avoir leur ressenti, leur retour terrain. Ils nous le disent tous les jours. En fait, on change de manière très insidieuse, très lente, la vie du dirigeant, de patron de petite boîte. On lui change complètement son quotidien. Vous avez des questions? Est-ce que je me permets de prendre la main, excusez-moi, c'est Bien bon? sûr, allez-y. Est-ce que, parce que le rôle du comptable, on le connaît. Moi, je suis Oui. fils d'artisan, effectivement. Un jour le Messie, un jour l'homme à abattre, quoi, le comptable. Pourquoi? Parce que aucune maîtrise. Hmm. Donc, on va faire le bilan une fois par an, effectivement, en sortant, comme on ne sent rien du tout, aucun ressenti, aucune projection, aucune anticipation. Du Hmm. coup, ou alors c'est victoire, l'année est bonne et on a bien bossé, ou alors on fait le nez parce que va falloir se poser la question pour arriver à l'équilibre, quoi. Hmm. Et ça, c'est la vie de l'artisan, quoi. Hmm. Et je pense qu'il aurait apprécié, au-delà d'un comptable, d'avoir un bout de gestion, quelqu'un qui lui dise, hé, monsieur, doucement, là, vous pourriez peut-être investir, je ne sais pas, dans des bâtiments plus grands, vous pourriez peut-être investir dans l'achat de 3 véhicules, vous pourriez peut-être embaucher du monde, vous pourriez acheter du matériel informatique, vous pouvez. Est-ce qu'on a sur. Parce que viser les choses, pour moi, c'est les valider. C'est-à-dire, en Mhm. gros, on fait les journaux comptables. Et puis bah, on valide, oui, oui, j'ai bien eu vos éléments, la démat, tout bien, ok. Aujourd'hui, il y en a beaucoup hein, quand même qui sont dématérialisés parce que Oui. c'est une obligation. Mais est-ce qu'on a un véritable rôle de conseiller en Oui. gestion d'entreprise? euh, ouais, est-ce qu'on est dans la stratégie plutôt dans le compte de résultats que dans les comptes tout court, en fait, j'ai envie de dire. C'est une bonne question, hein, Frédéric. En fait, c'est toute la philosophie du métier d'expertviseur. Vous n'êtes pas là pour faire, vous êtes là pour faire un compte-rendu de gestion, mais pour travailler de manière prospective. Mais on ne peut pas être de bons conseils sinon on n'a pas un état des lieux à un instant T. Bien sûr. Donc il faut de toute façon arrêter les comptes de manière mensuelle, ce qu'on fait. Et c'est à travers ça que vous allez nouer les premiers éléments de réflexion sur l'avenir. Parce que si on ne sait pas à fin octobre, puisqu'on est le 5 novembre, puisqu'on ne sait pas, si on ne sait pas à fin octobre où on en est, il va être difficile de conseiller quelqu'un sur ce Bien qui sûr. va se passer au 31 décembre. Hmm. Et vous avez résumé en quelques mots toute la philosophie de notre travail. Vous êtes des conseillers. Vous D'accord. n'êtes pas des présentateurs de comptes. Ouais, c'est ça. Mais avant de conseiller, il faut avoir une vision très objective, très claire de ce qui s'est passé les périodes d'avant. En Et, fait, pour utiliser une image un peu bête, en médecine, si vous n'avez pas la radio ou l'IRM ou le scanner de quelqu'un, il est quand même difficile d'aller lui prodiguer des soins et un traitement. Mhm. Ce qu'on fait, nous, c'est que tous les mois, on radiographie l'entreprise. Et C'est-à-dire, à partir de cette radio, on va aller donner un traitement vous faites un arrêté de compte mensuel. tous les mois. Alors, qui le fait ça? C'est l'expert viseur ou c'est le Pas du tout. back-office? Vous ne pouvez pas, vous n'auriez pas le temps de suivre Ah oui, l'ensemble de vos clients, premièrement. Et deuxièmement, vous n'êtes pas expert comptable. en plus. Le métier d'expert comptable est un métier réglementé, Hmm. protégé par une ordonnance de 1945. Première ordonnance prise par le général de Gaulle après-guerre, pour Ouais, reconstruire le pays. Tout simplement, non, vous n'auriez pas le temps. Et votre métier, c'est de garder, j'allais dire, le côté sympathique du hmm, conseil, en allant visiter, en s'entretenant régulièrement avec les clients que vous suivez, pour avoir ce côté et ce rôle de conseiller de proximité. Mais d'accord. la question est bonne, vous êtes un vrai conseiller. Ce n'est pas que de faire un inventaire à un instant T, c'est Hmm. surtout de dire sur la base de cet inventaire, qu'est-ce qui va se passer dans les mois suivants. Et typiquement, les questions
quotidiennes auxquelles vous allez être affronté, c'est Frédéric, penses-tu que je peux acheter une nouvelle camionnette? Frédéric, penses-tu que je peux embaucher un nouveau technicien, une nouvelle assistante? C'est ça nos questions quotidiennes. Mais Oui. il est impossible de leur répondre, puisque quelque part, là on est dans le mensonge. Il est impossible de leur répondre si nous n'avons pas une vision fidèle, réelle des choses de manière quasi quotidienne. Donc nous sommes devenus, nous traitons la comptabilité comme des industriels. Nous avons organisé, sur la base d'outils technologiques, une chaîne de production. Nous traitons la compta comme... Et sur la base de ça, nous allons pouvoir réellement offrir une prestation de conseil à travers vous, experts sur le terrain, à nos clients. Encore une fois, à isopérimètre de coût par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur compte de résultat sur la ligne honoraire expertise comptable. Je crois que Karine a une question. Oui, bonjour. Ma question est toute simple en fin de compte. Les profils, quel est le profil que vous recherchez pour un expert-viseur? Le profil, il est assez multiple. Il n'y a pas besoin d'être un comptable chevronné. Pourquoi? Parce qu'on ne vous demande pas de faire de comptabilité. Le profil, c'est quelqu'un qui a déjà passionné et amoureux de la TPE-PME. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers l'autre et de lui proposer un service innovant. C'est quelqu'un qui, qui a cette culture et cette envie d'accompagner l'autre. C'est quelqu'un qui est capable, vous savez, les questions qu'on a de manière récurrente sur le terrain sont quand même relativement standards. Les problématiques d'un dirigeant d'une petite boîte, il n'y en a pas des milliers. Dans notre formation, on va aussi vous former à tout ça. Mais c'est surtout quelqu'un qui est capable, à la fois qui a une appétence un peu au numérique, quelqu'un qui est allergique avec une souris et un clavier, ça va être un peu compliqué. Puisque dans un de ses premiers rôles, c'est d'être justement un expert de la transition digitale. Donc on vous forme à nos outils, vous n'êtes jamais seul, hein, évidemment, mais c'est aussi cette capacité que vous avez à transmettre un savoir, ce côté pédagogique. Si vous ne supportez pas de former quelqu'un, c'est aussi un peu plus compliqué. Donc c'est cette volonté de pouvoir accompagner l'autre, d'être disponible, de savoir écouter. Il y a une grande capacité d'écoute nécessaire. Parce que si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas, moi le premier, on ne peut pas tout savoir sur tout. Ce qui est important, c'est de détecter un besoin qu'aurait un client et ensuite d'y travailler avec nos techniciens et de restituer la réponse. Il faut être un bon communicant quand même. Je ne sais pas si j'ai répondu, Karine. Il y a Adil qui a levé la main ou le doigt. Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je trouve votre présentation très bien. Merci. Et non, mais je voulais par là dire qu'en fait, j'ai découvert des boîtes d'experts comptables Oui. qui offrent les mêmes services. Alors, bon, c'est vrai qu'après, ça chiffre quand même. Donc, il y a bien le côté RH, côté bon, expert, bon, c'est le premier, c'est la base chez eux, bien sûr. Oui. Et donc, il y a tous ces donc avec des suivis comptables, gestion, RH, conseil, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça coûte cher. Enfin, moi, ça me paraît ressembler. Alors, je suppose qu'il y a des différences.
Et puis aussi, ce qui est important, effectivement, comme on a affaire à des petites entreprises, le budget, à un moment donné, il est conséquent. Voilà ce que je voulais dire, parce que j'ai vu un peu les boîtes d'experts comptables, ce qu'ils proposent. Et voilà. Mais si vous voulez, Adil, pour répondre en 2 mots, j'ai absolument pas la prétention d'être le Messie arrivé de Mars et le sauveur des TPE-PME. Évidemment et heureusement, il y a des cabinets qui réfléchissent à tout ça et tant mieux pour le monde économique ou en tout cas le tissu économique français de la TPE-PME. Premièrement. Deuxièmement, les cabinets, sans dénigrer qui que ce soit, ont une vision encore très cabinet. Nous avons une vision beaucoup plus de proximité. Je pense, alors je regarde, je peut-être pas tout regarder ce qui se fait aujourd'hui en France, mais on est certainement le seul réseau d'expertise comptable qui met en place des conseillers de proximité. Parce que la problématique des cabinets, c'est bien ça. C'est, entre guillemets, l'inaccessibilité à l'expert comptable. Parce qu'il n'est pas disponible, parce qu'il n'a pas le temps, parce que c'est pas dans son ADN non plus. Le fait de mettre des gens de proximité comme on fait aujourd'hui dans toute la France vient fluidifier la relation entre un cabinet et son client. Vous êtes un vrai trait d'union entre le monde de l'expertise comptable et le dirigeant de la petite boîte. Sur les coûts, je vous l'ai dit, nous sommes, pour la plupart du temps, à isopérimètre de coûts par rapport à une mission traditionnelle, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Après, sur le côté pesant de la dépense d'expertise comptable pour une petite entreprise, j'ai 2 remarques. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas des lignes budgétaires, en tout cas c'est le message qu'il faut faire passer à des dirigeants de TPE, ce n'est pas sur cette ligne-là qu'il faut aller chasser de l'économie. Parce que c'est cette ligne-là qui va justement les aider à progresser. Vous savez, il y a un chiffre assez redoutable, c'est qu'un créateur d'entreprise sur 3 en France a fermé boutique dans les 3 ans de son ouverture. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été accompagné suffisamment à un moment clé qui est au démarrage de son activité. Vous savez, une entreprise, c'est très simple à comprendre. Une boîte, elle est dangereuse à 2 moments de sa vie. C'est comme un avion, au décollage et à l'atterrissage. Un avion, il n'est jamais dangereux. Vous ne verrez jamais un crash d'avion quand l'avion est en altitude de croisière à 10 000 pieds. Jamais. Les crashs, c'est au décollage ou à l'atterrissage. L'entreprise, c'est pareil. Et c'est justement dans ces 3 premières années où il faut que le dirigeant ou le créateur d'entreprise il soit le plus accompagné possible. C'est pas là où il doit chasser de l'économie. En fait, il vient s'installer un GPS dans sa voiture, il a décidé de traverser le désert. Il n'a pas de carte, parce que c'est ça la création d'entreprise. On se lance dans une traversée du désert. Nous, ce qu'on vient lui offrir, c'est de lui installer un GPS dans le 4x4. Il a quand même plus de chances d'arriver à l'oasis qui est au bout du désert avec le GPS que sans. Ça, je vous le garantis. Et c'est toute cette mission pédagogique qu'on a aussi, enfin que vous avez demain sur le terrain, à colporter. On a une grande mission, on a une mission un peu évangéliste. C'est aussi faire comprendre à nos clients potentiels l'importance de ce qu'on est en train de lui raconter. Évidemment, il peut aller à la chasse au coût. Évidemment, il trouvera toujours une mission d'expertise comptable moins chère que l'autre. On est dans un monde anthropophage, les petits mangent les grands, c'est comme ça, mais c'est pas ça le bon conseil. Le bon conseil, c'est moi, a dit l'expertviseur, je vais être à tes côtés dans ces fameuses 3 premières années pour éviter justement que tu t'enlises au milieu du désert. Parce que c'est là où il faut être attentif. C'est pas après quand l'activité est lancée, etc. C'est tout le pari que nous on mène avec les créateurs. Et je me permets Bien sûr. Et donc au niveau du coût, donc moi j'ai vu là juste pour un exemple, par exemple une entreprise qui fait à peu près 400 000 € à l'année. Ouais.
j'ai eu affaire à une entreprise comme celle-là et Oui, voilà, le budget est d'environ 4 000 € d'expert comptable oui, à l'année. Alors, oui, c'est vrai, donc, mais par contre, il propose bien un suivi de gestion. Et puis, bon, c'est vrai que la RH, bon, une petite entreprise, 2-3 personnes, ça va, hein, ça se limite à 2-3 interventions à l'année. oui. Donc ça, c'est un petit plus, on va dire 50 € par-ci, 50 € par-là. Oui. Et est-ce que, nous, on offrirait donc, une prestation à la carte ou plutôt, généraliste? En Heu fait, et puis, combien coûterait en fait, enfin, est-ce que vous avez déjà des tarifs, rien n'est précis? forfaitisé chez nous. C'est-à-dire que quand vous visitez un client pour lui proposer vos services, vous allez récolter lors du premier rendez-vous tout un tas d'informations qui vont nous permettre à nous d'établir un devis personnalisé. Pourquoi? Parce que ce que nous facturons, c'est du volume de traitement. Donc, vous allez recenser le nombre de factures d'achat, le nombre de factures de vente, le nombre de salariés, le nombre de banques, qui vont nous permettre d'individualiser le tarif. Tous les tarifs sont individualisés. Dans notre mission, c'est une mission globale, parce qu'elle n'a pas de sens sinon. Il faut qu'on maîtrise la data, et pour maîtriser la data, il faut qu'on maîtrise le process du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Donc, dans nos missions proposées, vous avez la mise en place d'un bureau numérique, le classement administratif fait par nos opérateurs, vous avez la mission sociale à travers les bulletins de paye et tout le volet RH, vous avez le volet juridique puisque nous avons notre service juridique en interne, vous avez le volet comptable et fiscal, et vous avez le volet suivi, rendez-vous de gestion, conseil de proximité, présence de l'expert viseur. Je vous donne un exemple. Un client face à vous, il vous dit c'est un peu cher, je ne veux pas le bureau numérique. Mais le bureau numérique, s'il ne l'a pas, nous ne pourrons pas être efficaces en termes de traitement. Donc, c'est un produit, on va dire, full, c'est un package complet. C'est donnez-nous les clés de la maison, vous vous occupez de plus rien, c'est nous qui nous en chargeons. Et on va vous faire gagner du temps. Et quand on vous fait gagner du temps, on vous fait gagner de l'argent. C'est ça la philosophie. Vous ne faites plus Oui, rien. bien sûr. Ouais. OK. Sur ces volets-là, c'est intéressant l'échange que nous avons. Il y a encore des questions? Juste de savoir, s'il vous plaît, l'appartenance des éléments comptables Oui, ou les papiers, c'est quand même quelque chose auquel l'artisan tient et qui peut faire peur. D'abord, il n'est pas forcément habitué à la numérisation. Donc, oui, c'est plutôt un truc un peu dégueu, excusez-moi l'expression, voilà, entassé avec des papiers qui ne sont même pas classés chronologiquement. oui, Voilà, un tas comme ça qui arrive sur le bureau du comptable un petit peu en retard en général. oui. Euh, bon, là, on lui propose de les numériser, mais en termes d'appartenance, en fait, comment il récupère tous ces papiers? Parce que là-dessus, je pense qu'il faut le rassurer. Ça peut lui faire peur de savoir que ces papiers-là partent pour traitement, en fait, dans la nature, j'ai envie de dire, même si ce Oh, n'est pas dans la nature, ça vient s'intégrer dans le logiciel EDAF, enfin, c'est ça, ça. d'accord. Comment est-ce comment est-ce qu'il récupère ce voilà, il décide de changer parce que ça lui convient pas, parce que quelqu'un lui a proposé un procédé encore plus tentant. Enfin bref, Hmm. comment ça se passe, la récup de ces données Alors, comptables? deux remarques. Les originaux de ces pièces, c'est bien lui qui les conserve. Nous ne les avons pas. Bien sûr. D'accord? Bien sûr. Donc, les originaux, il les met dans une boîte à chaussures, puisque de l'autre côté, Mm. sur son bureau numérique, tout est classé. Oui. Donc, ces pièces originales, il les conserve, et bien heureusement. Deuxième remarque, si le client nous quittait, mais ça n'arrive pas, enfin, pour le moment, ça n'arrive pas, évidemment, il a la propriété
de ses fichiers informatiques. On lui restitue l'ensemble de ses pièces comptables sous format PDF, tout simplement. Troisième chose, j'ai peut-être oublié de le préciser, notre procédé, il est à la fois, alors si ça vous parle, c'est un peu technique, mais ceux qui aiment la technique, n'hésitez pas à échanger avec moi après sur ce sujet. Notre procédé, c'est pas une GED. C'est pour ceux qui connaissent, une GED, c'est de la gestion électronique de documents. C'est des documents qui sont scannés, qui sont stockés quelque part. Et Adil, sans dénigrer mes confrères, c'est ce que quasiment tous les cabinets proposent. C'est un cloud. Nous, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Nous, notre procédé, c'est un OCR dans lequel on a greffé de l'intelligence artificielle, de l'IA. Un OCR, c'est quoi? C'est une lecture optique d'un document, d'en haut à gauche, en bas à droite. La machine va aller nous ressortir des mots-clés. Et l'IA va nous classer des documents sur des mots-clés. Nos opérateurs n'interviennent plus. C'est une machine qui fait tout ça. Notre procédé, il est à la fois RGPD, évidemment, et il est à la fois blockchain. Blockchain, c'est quoi? On est en capacité de tracer la pièce informatiquement de son émetteur à son récepteur. L'ensemble de notre data est stocké dans un data center local à Strasbourg, français, qui répond à des normes de sécurisation. Là, on est très technique, mais je vous le dis quand même. Le data center avec lequel nous travaillons est classé Tier 3. Tier 3, c'est le plus haut niveau de sécurité qui existe aujourd'hui. Les banques, pour exemple, sont dans des data centers Tier 3. Donc, il n'y a pas de problème de sécurisation, il n'y a pas de problème de fuite de données. Et pourquoi on est RGPD blockchain? Parce que sur des normes fiscales, quand on répond à ces critères-là, nos documents scannés font office d'originaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contrôles fiscaux que nos clients peuvent subir, nous allons simplement ouvrir un accès délégataire au contrôleur fiscal qui va aller piocher lui dans le bureau numérique du client. Donc même si la fameuse boîte à chaussures cramée, se perdait, disparaissait, il n'aurait toujours pas de problème eu égard à un potentiel contrôle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Frédéric. Adil? Oui, c'est vrai que j'ai pas mal de questions et C'est bien. J'ai créé en tant qu'auto-entrepreneur une boîte de conseil 28. D'accord. Moi, je viens du milieu de l'hôtellerie-restauration. Mhm. Et donc, bon, j'ai géré une entreprise pendant 10 ans, donc je sais comment ça fonctionne donc, dans un grand groupe. Donc, du coup, en fait, tout ce qui était gestion de factures, reporting, etc., donc je m'y connais. Est-ce que ça ressemblerait à ça, votre métier, un petit peu? Ah oui. Voilà, du coup, un compte d'exploitation tous les mois, et puis on va dire telle ligne, reporting, un petit commentaire, voilà, il y a un truc qui va pas, Ah oui. Notre métier, c'est- enfin votre métier demain, c'est un mix entre un contrôleur de gestion, un DAF, un conseiller RH, un assistant administratif, ça mixe un peu tout ça. Nos tableaux de bord, nos KPIs, nos reporting, c'est ça que vous allez commenter demain. On vous demande encore une fois pas de les faire, mais de les commenter à votre client. Et c'est là où vous allez pouvoir exprimer tout votre talent, toute votre expérience de vos vies passées à toutes et à tous, dans ces domaines-là, sur des documents que nous établirons. Et c'est ce rôle de conseil qu'on va vous demander d'exercer demain. D'accord. Est-ce que vous nous formez Ah oui, au oui. logiciel? Oui, mais je Oui. suppose, oui. Et est-ce que on travaillerait pour EDAF ou pour vous, ou on serait indépendant, Vous êtes par exemple, dans mon indépendant, cas? on vous accompagne. Je ne sais pas, Monsieur Lutz, c'est programmé jusqu'à 10 heures, je regarde l'heure qui tourne. J'ai Ah aucune oui. idée. Il est moins 8. Ouais, je ne sais pas si Monsieur Lutz m'entend. Peut-être pas, mais bon, voilà, je ne pense pas qu'on soit coupé à 10 heures, mais Tu sais, la présentation doit durer jusqu'à 19h. Vous le faites jusqu'à 10h30. Aucun souci. ok, Ça, c'est... ça marche. Ok. Merci, Monsieur Lutz.
J'ai perdu la question du coup. Oui, du coup, ça serait Ah oui, la pardon. continuité. En fait, l'idée, c'est nos experts-viseurs sont des indépendants. Donc, nous les accompagnons à la création de leur structure. On est quand même mieux placé. On vous fait vos statuts, on vous accompagne à la création d'entreprise, de votre entreprise. On vous accompagne, évidemment, on vous tient vos comptabilités, on fait vos déclarations fiscales et sociales, etc., etc. Donc, mais vous créez votre entreprise à vous. Parce C'est que le la mienne principe. existe déjà en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, alors les statuts, là il y a une question de Cédric, je vois en même temps. Si vous voulez le statut d'auto-entrepreneur, j'y vois pas d'inconvénient, mais vous allez vite dépasser les seuils. C'est bien ça. L'idée, Tant mieux. si vous voulez, l'idée est vraiment, n'y voyez aucune langue de bois de ma part. On est vraiment dans un partenariat. Moi, je ne vous considère pas comme des licenciés de marque, je vous considère comme des partenaires et quelque part le porte-voix en région, toute France, de ma vision et de ma philosophie. Mais est-ce qu'on se Et donc, je veux présenterait travailler, je prends du temps dans le recrutement des experts viseurs. Je veux travailler avec des gens. Je refuse énormément de monde aujourd'hui. Donc Énormément. on se présenterait en tant que EDAF Oui, Oui, d'accord. oui. Et juste, bon, c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de questions, mais une question importante, c'est au niveau Mais de... juste en aparté, Adil, c'est très Oui, intéressant les échanges. Moi, ce que je vous proposerai à la fin de la présentation, c'est que pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, c'est simplement que vous nous fassiez un mail et on s'organisera une visio où c'est on mieux. sera seul en D'accord. face à face. Et je Très bien. rentrerai dans les outils. C'est trop compliqué sur Oui, une heure. d'accord. Je vous montrerai de manière très pratico-pratique les outils, les rendus de gestion, et je le fais beaucoup en ce moment. On fait des visios entre quatre yeux où on rentre beaucoup plus dans le détail et on apprend surtout à se connaître parce que avant tout, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine et les gens qui ont envie de porter ce beau projet à bout de bras parce que de manière très présomptueuse, on a pour volonté d'être à moyen terme euh, qu'IDAF soit reconnu comme le spécialiste et devienne une marque reconnue pour ça, comme le spécialiste de l'accompagnement de la TPE. Très bien. Merci. Il y avait une question d'argent. Non, évidemment, on ne fait pas tout ça gratuitement. Évidemment. C'est le principe des réseaux, c'est le principe des licenciés de marque, c'est le principe d'une franchise. Euh, on contracte ensemble un contrat de licence de marque. C'est un contrat de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, avec un droit d'entrée. Mais ce droit d'entrée, il y a évidemment toutes les contreparties. Les contreparties sont déjà l'aide à votre installation, puisqu'on va vous faire encore une fois la création de vos statuts, le juridique, la compta, l'accès à notre back-office toute l'année, ce qui a quand même un coût. On vous crée votre propre site internet. On vous fournit des documentations commerciales, des cartes de visite. On vous fait profiter de toute notre communication nationale. On vous forme évidemment. On vous forme 15 jours au démarrage et on se voit tous les experts-viseurs tous les lundis. On a une réunion programmée tous les lundis matins ensemble et on se voit physiquement une fois par trimestre. Parce qu'on est dans un travail, dans un échange. Vous n'êtes jamais seul. On vous propose, s'il y a besoin, un accompagnement bancaire, puisqu'on a noué des partenariats nationaux avec des grandes banques nationales qui ont analysé notre modèle économique, notre business model, et qui nous ont agréés dans leur réseau bancaire et qui nous disent, envoyez-nous des gens avec qui vous souhaitez vous travailler, et on va les accompagner au financement du droit à des conditions défiant toute concurrence, puisque finalement, ils ont, eux, analysé notre modèle économique et ils n'ont plus de doute sur la faisabilité financière et la viabilité financière de votre projet d'entrepreneur de demain. Tout ça, vous l'éludez, ils n'ont plus besoin, ils veulent simplement un peu comprendre qui vous êtes
Mais en fonction des profils, aujourd'hui, on sort des financements où les droits d'entrée est financé à 100%, sans caution bancaire, sans engagement personnel. C'est un tour de force. Pour les gens qui ont déjà essayé de monter leur boîte et qui ont suivi ça, c'est assez rare. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont une croyance absolue sur la capacité à réussir dans ce métier-là. Tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Cédric. En termes de coût, je me permets, en termes de coût, vous diriez que un peu ou prou, vous vous rapprochez des honoraires d'un comptable avec Oui, plus de prestations, oui, je l'ai bien compris, oui, mais on est globalement, on vient coller à ça. oui, tout à D'accord. fait. Ok. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas, je dis souvent, on n'est pas dans un acte de vente. On ne vend rien dans l'absolu. On vient proposer un nouveau service pour un coût équivalent. On n'est pas une dépense supplétive pour l'entreprise. Vous citiez tout à l'heure un réseau. Les autres réseaux sont une dépense additionnelle. On vient charger le compte d'exploitation. Là, pas du tout. Hmm. Il y a une question de Guilain ou Ghislain, pardon, je ne sais pas trop comment on prononce. L'expert visé. Alors non, alors ça c'est Cédric. Attendez, j'essaie de suivre les questions. De manière très pratico-pratique, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont pratico-pratiques et vous avez raison. Le droit d'entrée, il est de 29 000 euros et 5 000 euros de formation qui peuvent être, on est agréé organisme de formation. Je ne suis pas un spécialiste, mais qui peuvent aussi être prises en charge sur des fonds formation ou par le Pôle emploi, mais là, je ne sais pas trop, c'est pas trop mon domaine. Ça, c'est le coût de la licence de marque. Ramené sur 5 ans, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes journalier pour profiter de l'ensemble de nos services et de notre back-office. Il y a des fumeurs à dire. Je suis mal placé, je suis Non, fumeur. ben non, je rigole parce que j'essaye d'arrêter, mais je fume pas beaucoup, hein, 4. Bon, ça va. Donc là, je pense avoir répondu à la question de Guilain. Il y a aussi, les clients sont-ils fournis ou c'est à nous de les chercher? Alors, les clients, c'est Cédric, c'est ça? Non, c'est toujours ça. Ghislain, les clients, il y a deux choses. Dans les 6 premiers mois de votre démarrage, nous vous fournissons des rendez-vous. Dans le droit d'entrée, il y a un pack démarrage. On vous fournit des rendez-vous terrain en région. Mais on ne vous les fournit pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. On vous fournit un rendez-vous quand vous prenez vous un rendez-vous. Parce que je suis un sportif et j'aime la compétition. Et si je vous fournis que des rendez-vous, je vais vous installer dans une zone de confort qui n'est pas bonne quand on crée sa boîte. Vous êtes votre patron. Je ne connais pas de métier où on se lève le matin et où tout va tomber tout cuit. Donc on vous fournit évidemment et effectivement l'équivalent d'une 50aine de rendez-vous sur 6 mois pour démarrer. D'accord? Dans ce pack de démarrage, dans ces droits d'entrée, vous avez une assistance dans vos premiers rendez-vous. Parce qu'il n'est pas toujours évident. Vous savez, c'est un métier où il faut aussi accepter de résilience, d'aller proposer des services. Vous n'aurez pas que des oui, vous aurez des fois des non. La présentation d'un produit est un métier très technique. On vous forme à tout ça. Mais dans le pack des démarrages, vous avez une assistance au deuxième rendez-vous client, le rendez-vous le plus important, puisque c'est là où vous allez présenter votre offre tarifaire et c'est là où vous allez signer ou pas le client. Dans les droits d'entrée, moi, je vous assiste personnellement en visio à vos deuxièmes rendez-vous. On voit le client en face, on échange ensemble et je vous assiste à cela les 6 premiers mois aussi, pour vous donner la maturité et l'expérience qui feront votre réussite de demain. Parce qu'on est comme des sportifs, avant de courir un 100 mètres, sur une base de 10 secondes, il faut un tout petit peu s'entraîner. Ce que vous devrez faire. Et je vous assiste, moi, personnellement, à ces rendez-vous-là. J'ai répondu, Ghislain? Il y a la question de Cédric aussi. Oui.
qui est comment se rémunère l'experviseur et par rapport à l'IDA. Alors, question de Cédric, comment vous êtes rémunéré demain? Vous êtes rémunéré, c'est assez simple. En fait, vous nous faites une facture de commission, articulée sur 2 volets, une commission qu'on a qualifiée de commission à la signature du client. Vous rentrez un nouveau client. Merci Ghislain. Vous rentrez un nouveau client, vous avez une commission de signature équivalente à 15% des honoraires annuels. Vous avez ensuite une commission qu'on a qualifiée de suivi, puisque vous avez bien compris, l'idée c'est de suivre le client tous les mois. Et bien, si vous suivez le client tous les mois, si vous faites vos rendez-vous de gestion, vous avez une commission, celle-ci équivalente à 10% des honoraires annuels. Donc, schématiquement, la première année quand le client rentre, on vous rétrocède 25% des honoraires annuels. Et les années passant, votre commission de suivi, c'est ce qui va installer la récurrence de votre revenu. Puisque votre portefeuille client grandissant, la commission de suivi de 10%, eh ben, elle va faire des petits, les mois passants et les années passant. Schématiquement, les experviseurs aujourd'hui en place font à peu près, en fonction de la typologie et de la taille du client, entre 40 et 50 clients par an. Donc, à terme, vous êtes sur des niveaux de rémunération en troisième année, puisqu'il faut que ça s'installe, hein, en troisième année sur des niveaux de rémunération oscillant entre 4 000 et 5 000 euros net. Ok, merci. Je suis assez direct, hein, Oui, mais non, c'est c'est factuel, bien, c'est ce qu'on constate avec les experviseurs en place. Et est-ce qu'il y a un minimum, est-ce qu'il y a des objectifs pour les personnes qui sont sous franchise, un minimum de chiffre d'affaires à fournir par rapport à l'IDA? Il n'y a pas de minimum, simplement Il y a pas de- on regardera le nombre de clients captés à l'échéance du contrat. Si vous voulez l'idée, encore une fois, je ne m'inscris pas dans mon business model, mon modèle économique n'est pas un modèle économique basé sur le droit d'entrée. Ça paraît un peu brutal ce que je dis, mais il y a un réseau de franchise. On est certainement le droit d'entrée, à mon avis, le plus faible de France dans notre métier d'accompagnement, le moins onéreux. Vous citiez Rivali, je pense qu'ils sont aux alentours de 70 000, 80 000 euros aujourd'hui. Vous faites comme si vous ne le saviez pas, là. Non, non, mais ça, j'ai quand même regardé Frédéric, hein. Non, Mais non, parce que, vous non, le mais je me savez, permets de le dire, ça. parce que c'est important, parce qu'il faut bien que vous compreniez que mon modèle de développement n'est pas un modèle de franchise basé exclusivement sur le droit d'entrée. Sinon, encore une fois, au vu du nombre de demandes que nous avons à traiter aujourd'hui, je ferai 50, 100 experviseurs par an. Je m'en ficherai complètement de leur réussite ou de leur non-réussite et j'aurais basé mon modèle sur du droit d'entrée. Ce que je ne veux pas faire. Du Alors, tout. ce qui peut Moi, je faire... veux m'inscrire dans le temps avec vous. C'est pour ça que je prends le temps de recruter, de voir les gens, comme je vous le proposais pour les plus intéressés. Si vous voulez vraiment aller plus loin et avec le plus grand plaisir, on fera des visios seul à seul, où je rentre dans les outils. Je passe énormément de temps actuellement à construire et à tisser le réseau, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec quelqu'un qui n'a pas envie. C'est un peu brut ce que je vous dis, c'est un partenariat. Moi, je veux des gens qui ont le même ADN que moi, qui ont cette même volonté, qui ont cette même envie, qui ont ce même ADN de se porter comme des défenseurs de la TPE-PME. Ça paraît langue de bois, c'est un discours très politique, mais ce n'est pas le cas du tout. Moi, je pense que les TPE-PME méritent qu'on s'intéresse un peu à eux. Et je me fais vraiment défenseur de ça. Ce qui peut faire peur, tout à l'heure, vous avez prononcé une phrase, vous avez dit à la fin du contrat, on voit où on en est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des contrats de 2 ans, 3 ans, 5 ans. 5 ans, qu'on n'est pas du C'est tout. pas qu'on voit où on en est, Frédéric. C'est comme dans une classe d'école. Si vous voulez, quelqu'un qui s'est engagé, qui a lui la volonté d'être son propre patron, c'est un acte fort.
Bien sûr. Si cette personne-là veut pas se lever le matin, travaille pas, quelque part, ne suit pas ses clients, rentre un client et n'assure pas les rendez-vous de gestion. Moi, si vous voulez, en termes d'image, vis-à-vis du monde extérieur, de l'image de... Vous savez, on est des Alsaciens, on est plutôt carré que rond. Je parais un peu fantasque, j'ai pas de cravate, j'ai pas de costard, mais je suis un hyper précis. Je ne supporte pas le désordre. C'est une maladie chez moi. Je veux que les choses soient carrées. Et je veux pas que l'image de marque d'IDAF soit écornée parce que quelqu'un aurait rentré un client comme un vendeur de photocopieurs, je caricature, hein. Mais fait du one-shot et suit plus le client. Ça, j'en veux pas. À 30 000 euros, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même, à 30 000 euros le droit d'entrée. Parce que c'est déjà un investissement dans une entreprise. Enfin, c'est pas rien, 30 000 euros. Alors, effectivement, on peut. Proposer un financement au démarrage. Excusez-moi, je ne peux pas le couper, mais. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien, mais de l'autre côté, vous avez la contrepartie. Oui, j'ai Et bien je vous compris. assure, Les 50. Frédéric, je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Je vais vous répondre de manière très transparente. Je n'imagine pas quelqu'un monter sa boîte sans qu'il soit un minimum engagé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas mouillé, même un petit peu financièrement, je ne suis pas en train de dire que 30 000 euros, ce n'est pas de l'argent du tout. C'est une somme. J'en suis pleinement conscient. De l'autre côté, vous avez énormément de services qui vous sont alloués. Moi, je dois couvrir mes charges. Croyez-moi ou pas, je ne gagne pas d'argent sur le droit d'entrée. Sur 5 ans, de bénéficier d'un back-office, de faire tout ce qu'on fait, et on en discutera en tête-à-tête. On vous crée des sites vraiment bien fichus. À vous, Frédéric a son site, Adil a son site, Karine a son site, Cédric a son site, Ghislain a son site. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté une agence web, un site fait comme on le fait, avec des pages dans GMB, Google My Business, avec du trafic qu'on va essayer de vous générer, avec du leads entrant, avec des clients qui vous contactent parce que vous êtes présent sur le web, avec tout le suivi de notre service com marketing, avec toute la communication nationale qu'on est en train de faire, je vous assure, je ne gagne pas d'argent sur le droit d'entrée. Mais ce n'est pas mon modèle. Mais je ne conçois pas que quelqu'un qui a la volonté d'être son propre patron ne se mouille pas un minimum. Oui, je suis d'accord. Parce que la nature est comme ça. La nature a horreur du vide. L'homme est fait comme ça. Si on n'est pas engagé, moi je me lève le matin parce que je suis engagé. Quand on n'est pas engagé, on est moins performant. Tout simplement, c'est de sortir du monde du salariat et de s'installer à son compte, c'est un acte fort. J'en suis conscient, pleinement conscient. Mais moi qui ai été entrepreneur toute ma vie et jamais salarié, c'est un tel luxe intellectuel et psychologique d'être à son compte, mais ce n'est pas un chemin tout droit. Ça aussi, il faut en être conscient. Quand on crée sa boîte, moi le premier, j'ai passé des centaines de nuits blanches. On passe par toutes les phases, par la phase d'euphorie parce que tout fonctionne, mais par les phases de dépression parce qu'on a un petit coup de mou. Mais c'est toute la beauté de s'installer, de travailler pour soi, d'organiser ses journées comme on veut. Mais par contre, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a du travail derrière. Oui, mais enfin, ça n'existe pas. Vous savez, il n'y a que dans le dictionnaire où le mot réussite est avant le mot travail. Oui, oui, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que, effectivement, moi, ce qui peut me faire alors, très rapidement. Ghislain, il aime bien Laurent, a priori. Ce qui peut être un peu effrayant, c'est de s'engager dans un système à 5 ans, en fait, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un côté exclusif de secteur? Est-ce qu'il y a une protection géographique qui permette de faire du tas de sable, mais à terme, quoi. Mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer un truc. L'exclusivité de secteur, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que je prends juste le Bas-Rhin, notre région natale. Enfin, on est installé à Strasbourg. Sur le Bas-Rhin, j'ai 14 000 TPE, PME cibles. Ça, c'est le marché, c'est le terrain de chasse.
Vous pensez vraiment, Frédéric, que seul sur un territoire comme ça, vous allez pouvoir visiter l'ensemble de 14 000 TPE? Il faut vous mettre au travail, hein, peut-être. 14 000, il faut y aller, hein. Oui, Et par contre, je suis un commerçant. Vous êtes dans le 67 à Strasbourg et vous avez un client que vous suivez qui vous dit, tiens, Frédéric, j'ai mon copain Michel, il est basé à Colmar, 68, 20 km de Strasbourg. Michel, il faut vraiment que tu ailles le voir parce qu'il n'est vraiment pas content des services de son cabinet et il a vraiment besoin d'un conseil de proximité. Va le voir de ma part. Je ne vais quand même pas vous empêcher d'aller voir Michel. Tout ça pour dire, on est dans un pays en France où il faut tout écrire. Donc, dans un contrat de licence de marque, il est encadré juridiquement par la loi Doubin. Cette loi, elle nous impose des trucs qui sont des conneries monumentales de manière opérationnelle, d'exclusivité, de sectorisation, de tout ce que vous voulez. Après, au cas par, vous prenez Laurent qui a énormément plu à Ghislain, a priori, qui le trouve très mignon. Laurent, il est basé à Bordeaux, plus exactement sur le bassin d'Arcachon. Il suit des clients à Nice. Aujourd'hui, on fait énormément de visio, comme ensemble ce matin. L'éloignement géographique n'est plus un frein à suivre quelqu'un. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que le dirigeant de TPE-PME, il a plein de défauts. Plein. Par contre, il a une qualité universelle. C'est que quand il est content de quelque chose, il communique sur son contentement. Il est content de dire « Putain, moi, je suis bien suivi par Adil, je suis bien suivi par Frédéric. » Et il communique très facilement là-dessus. Parce que quand le vendredi midi, il va manger avec ses copains, patrons de petites boîtes, et que son copain lui dit « J'en peux plus de mon comptable, il me demande des pièces, je ne sais pas où elles sont, je ne sais pas où j'en suis, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais j'en ai pas la certitude. » Mais quand Adil, il va dire à son copain le vendredi à midi, il va sortir son téléphone, il va dire « Mais attends, moi j'ai mes chiffres, regarde, moi je sais où j'en suis. Tu devrais vraiment appeler Adil qui vienne te visiter. » Ça, vous imaginez pas la puissance de la recommandation dans notre métier. C'est-à-dire que nous, à terme, un client vous amène un client. Si vous voulez schématiquement, vous avez entre 3 et 6 mois, où en plus des rendez-vous qu'on vous fournira, vous avez un gros travail de semage, de présence terrain, d'aller visiter des gens, de distribuer des cartes de visite, de vous inscrire à un petit club à faire, d'aller faire les petites rencontres du dirigeant, d'aller... Il y a un travail d'évangélisation, il y a un travail de semage. Ça, c'est les 6 premiers mois d'activité. Et ensuite, vous allez faire vos premiers clients. Et vous allez les suivre. Vous allez les chouchouter. Vous allez les dorloter. Vous allez vraiment rentrer dans le rôle de l'expert-viseur. Mais 6 mois après, ce client, il vous amène un client. Christophe, qui est en Alsace, il ne prospecte plus du tout. Il ne travaille que sur de la recommandation. Parce qu'il a accepté les 6 premiers mois de travailler, d'être un besogneux, de se lever le matin, d'aller visiter des gens, d'aller donner une plaquette commerciale, d'aller faire un petit déjeuner organisé, peu importe, par la chambre de commerce. Ça, il a accepté de le faire. Il a occupé le terrain. Il a travaillé ses réseaux sociaux. On vous forme vraiment lourdement sur les réseaux sociaux, sur les guides de bonne pratique des réseaux sociaux. Mais en termes de prospection, c'est une arme de destruction massive, quand c'est bien fait. Vous avez notre service com qui vous suit. Vous êtes en relation avec eux tous les jours. Florian, que vous voyez, il est en contact tous les jours avec nos experts viseurs terrain. Vous avez votre community manager. C'est lui qui va vous former. C'est lui qui va suivre ce que vous faites. Il va vous dire attention. Vous n'imaginez pas le nombre de contacts qu'on peut glaner sur les réseaux sociaux. Ça a changé. Le commerce n'a pas changé depuis la nuit des temps. Les phases commerciales, rendez-vous de démonstration, de proposition de service, les phases là, on vous y forme, n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux.
Vous n'imaginez pas la puissance de feu quand c'est bien fait. La puissance de feu du fait qu'on vous crée, qu'on vous fait, qu'on vous installe votre propre site. Comment on travaille un Google My Business. Tout ça, il faut accepter de le faire. C'est un travail quotidien. C'est un travail sur le long cours. C'est un travail de longue haleine. Ça, il faut accepter. Mais encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous expliquer que la licence de marque IDAF, c'est un ticket de loto. C'est faux. Il y a du travail derrière. Mais quand vous faites ça, quand vous acceptez de vous faire violence, 6 mois après, vous serez. Enfin, je vous invite vraiment à contacter nos experts-viseurs si vous voulez. Vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Mais il faut bosser. Il y a un point qui m'intéresse, enfin, c'est à part, hein, parce que c'est Pôle emploi qui m'a envoyé un mail présentant présentant IDAF, donc c'est comme ça que et ça m'a intéressé parce que je suis moi-même dans le conseil. Mais comment ça s'est passé avec Pôle emploi? Et puis après, toujours pour Pôle emploi, est-ce que Pôle emploi financerait éventuellement les 5 000 € de formation? Comment ça se passe avec Pôle emploi? Ça se passe très bien. Puisque, si vous voulez, et heureusement ou pas, mais il y a des gens vraiment de qualité aujourd'hui qui sont en recherche d'emploi. Oui. Moi, je me bats contre ça. Non, et puis s'ils vous recommandent, c'est que c'est pas pour rien. Ils nous ont visités, ils sont venus dans nos locaux, on a échangé sur notre philosophie, sur le fait que moi, je suis pas une machine à droit d'entrée, et j'espère que je vous ai convaincu sur ça, mais que je cherche des gens qui ont envie de travailler différemment à leur compte, dans une optique de se développer. Et ils sont venus nous visiter. Mes opérateurs, mes salariés, mes techniciens, je passe beaucoup par le Pôle emploi en phase de recrutement parce que les gens en recherche d'emploi, je me bats contre ces images de temps en temps d'Épinal qui sont de plus en plus présentes les élections approchant. Il y a des gens d'une extrême qualité en recherche d'emploi aujourd'hui. Et donc, l'idée était tout simplement de dire, mais nous, on a une offre, on a quelque chose de peut-être un peu différent à proposer. Vous avez des gens qui sont en recherche. Comment on peut faire pour essayer tout simplement d'aligner l'offre et la demande et d'échanger comme on fait ce matin? C'est parti de là. Après, sur les dispositifs Pôle emploi, là, je ne suis absolument pas un spécialiste. Je vais peut-être laisser M. Lutz prendre la main. Il y a une question là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je me permets juste de rebondir du coup par rapport à la question de M. Cherkaoui. Alors, il n'y a pas de dispositif en soi prévu pour ce type de financement, dans le sens où c'est une franchise. Et la plupart des dispositifs Pôle emploi sont pour un retour à l'emploi, on va dire, salarié. Après, via votre CPF, vous avez des droits. Monsieur Delot disait, si je ne dis pas de bêtises, que ça pouvait transiter par un organisme de formation. Donc rien ne vous empêche. Vous me dites si j'ai dit une bêtise, hein, Monsieur Delot? Ouais, nous, on est organisme, agréé, je ne sais plus si c'est le terme exact, mais on est organisme de formation. Voilà. D'accord. Et donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez. Donc, il n'y a pas de règle précise pour ce genre de choses. C'est à la demande, en fait, c'est des demandes qui passent en commission. Donc ça, c'est une demande que, en fonction de votre statut, vous pouvez faire à votre conseiller Pôle emploi qui, lui, va le faire remonter et après vous aurez, soit une réponse positive, soit une réponse négative, soit des fois ça peut également être une réponse partielle dans le sens où vous aurez besoin de mobiliser vos ressources, compte personnel de formation et Pôle emploi pourra éventuellement compléter. Mais là, tout dépend en fait de votre profil de base, de ce que vous faites actuellement, de si vous êtes bien inscrit à Pôle emploi, si vous avez des droits. Voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte, donc je ne peux pas vous apporter une réponse très précise, mais il y a possiblement des choses à faire. Mais ça, c'est des demandes qu'il faut faire directement à votre conseiller personnel Pôle emploi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si y en a d'autres, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y avait une question ouverte. Je ne crois pas. Je ne crois pas, non.
N'hésitez pas sur le chat ou T'entends vous pas. prenez la main directement. Pour ma part, je ferai un mail, hein, comme vous avez dit, Oui, je vais peut-être, pour la suite. avec plaisir, hein, l'idée, c'est de nous faire un mail sur une adresse mail que je vais vous laisser, qui est recrutement @e-daf.io ou via le Pôle emploi. Je pense, Monsieur Lutz, ça doit être faisable aussi. Oui, tout à fait, hein. Si j'ai des demandes qui arrivent chez moi, je vous les transférerai, je ferai en sorte qu'elles vous parviennent dans tous les cas. Oui. Sinon, on a les adresses mail de l'ensemble des participants, Florian, je pense. Oui. On Normalement, vous oui. fera un mail aussi avec l'adresse sur laquelle vous pouvez contacter notre service recrutement Super. et ils vous rappelleront très vite. Bon, la semaine on est déjà vendredi, mais raisonnablement la semaine prochaine pour caler un rendez-vous en visio avec moi. Super. De rien, Cédric. C'est pratique, ces petites chats. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie vraiment pour la qualité de nos échanges et la pertinence de vos questions. Ça fait plaisir. Et j'espère avoir été, en tout cas, le plus clair possible. Mais soyez-en certains, j'ai essayé d'être, en tout cas, le plus authentique possible avec vous. On n'en doute pas. Merci. Merci Merci, beaucoup. merci. De rien. Bonne Merci journée. beaucoup. Au Merci, revoir. bonne journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Attends. Ouais.